Hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour suivre ensemble la première course d'Eurocup 3 ce week-end sur le circuit d'Assen aux Pays-Bas, un circuit assez méconnu. D'ailleurs, le générique a commencé, du coup, je vais commencer. Enfin, la course est dans 10 minutes, mais je vais directement mettre le générique à côté, comme ça on est bon. Voilà, vous avez une petite présentation des pilotes. Alors déjà, l'Eurocup 3, qu'est-ce que c'est? Pourquoi on se retrouve aujourd'hui pour parler d'Eurocup 3? Vous savez que c'est un championnat qu'on suit d'habitude, on ne suit pas forcément toutes les courses, mais c'est un championnat de formule régionale, voilà, de niveau européen, entre la Formule 3 et la Formule 4. On est à la cinquième manche de la saison sur le circuit d'Assen aux Pays-Bas, un circuit très très méconnu. Je vous avoue que moi, de mon côté, j'ai passé un petit peu de temps hier soir à aller regarder des on-board, à aller regarder un petit peu le circuit d'Assen que je ne connais pas et que on n'a pas vu dans des championnats majeurs de monoplace depuis 2019 tout simplement. C'était à l'époque la W Series, donc ça commence vraiment à dater. Donc moi, je n'ai jamais vu aucune course sur le circuit d'Assen, donc ça va être une première. Un petit point sur le classement au championnat. Vous voyez qu'on a passé le cap de la mi-saison avec du coup Ernesto Rivera, le jeune pilote Red Bull qui est en tête du championnat avec 136 points, seulement 4 points d'avance sur Mattia Colnaghi. Ou même plutôt devrions-nous dire 2 points d'avance sur Mattia Colnaghi qui a signé une brillante pole position ce matin et qui a l'occasion de prendre la tête du championnat vu que Rivera lui partira en 12e position. On a ensuite les redoublants, les pilotes plus expérimentés, Rinicella et Stuka aux 3e et 4e position. On a ensuite Carrasquedo, Gladish, Egozi, Jules Caranta, notre français, est en 8e position du championnat avec une saison qui a eu des hauts et des bas avec 2 pole positions, 2 podiums notamment. Mais il manque encore cette première victoire, voilà, ce résultat qui pourrait vraiment lancer sa saison. Ça va être un petit peu compliqué ce matin. Jules Caranta, notre jeune pilote Red Bull, part 11e, donc devant le leader du championnat certes, mais part seulement 11e, donc ça va être compliqué. Circuit d'Assen, voilà, qui est plutôt un circuit de moto, en moto Grand Prix, en World Superbike, qui normalement ne devrait pas autoriser beaucoup de dépassements. On voit quelques endroits où ça peut dépasser, mais ça va pas forcément être évident. Ouais. Voilà, enfin dans le chat, je vois que ça dit pareil, hein, on connaît que par la moto, et c'est un petit peu tout. Un petit peu plus bas dans le classement, on a Tarn Vanishkool, jeune pilote Red Bull, là aussi, Cardenas, Berry, Macedo, Emerson Fittipaldi Junior, le dernier fils du champion du monde, Fittipaldi, qui a été déjà annoncé en Formule 2 pour X-Racing en 2026. Yanni roule plus, malheureusement, non, Yanni Steven Evans ne roule plus, il est en recherche d'un nouveau programme, mais a priori, visiblement, il est possible que voilà, ça ne soit plus, il est même probable que ça ne soit plus en monoplace. Voilà, il est en train le pilote belge est en recherche plutôt de solutions en GT. C'est bien avancé, mais visiblement, voilà, la monoplace, hormis retournement de situation, on ne devrait plus le revoir, malgré pourtant un début de saison assez prometteur dans une très très petite équipe. Dernier fils, on n'aura plus de Fittipaldi après. Bah, déjà, même les Pietro et Enzo Fittipaldi, c'est des petits-fils. Emo Fittipaldi Junior, là, celui qui est en Eurocup 3, c'est un fils, c'est le dernier fils, qui est donc l'oncle de Pietro et Enzo Fittipaldi qu'on a vu en F2 ces dernières années, mais qui est plus jeune que ses neveux. Voilà, c'est pas évident à comprendre, mais voilà. Darian Henny, Juan Cota, Wurz, Oscar Wurz très proche aussi de la signature en F3 chez X-Racing, Isaac Barachi, qui sont les 19 pilotes à avoir marqué des points. Je vais faire un petit point sur la grille de départ, alors que bon, les voitures sont pas encore en position, sont pas encore sur la grille de départ. Euh, on sera débarrassé des Fittipaldi. I used to pray for times like this. Écoute, bah, peut-être qu'après, ça sera la génération d'après. Hein. Mais non, normalement, là, actuellement, par exemple, il n'y en a pas en karting, il n'y en a pas. Voilà. Je sais pas si tu veux en parler maintenant et t'en penses quoi de l'avenir de Martins l'année pro. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de Victor Martins sur le dernier live quand on a essayé de prédire les grilles, tout simplement parce que ça ne sera pas en F2. Maintenant, il faut juste qu'il arrive à trouver un programme solide rapidement pour la saison 2026 et ne pas avoir une saison où il vivote de petits programmes et de piges par-ci par-là comme a pu le faire Théo Pourchaire. Enfin, voilà, il faut qu'il arrive à se prendre assez bien, assez longtemps à l'avance pour avoir un vrai programme solide, peut-être du LMP2, peut-être voilà, du Wake, je ne sais pas vraiment spécialement, mais voilà, ça ne reviendra pas sur une quatrième année de F2,
Alors qu'on a Jules 40 a d'ailleurs là à l'image la Red Bull numéro 83 avec le casque jaune. Et ça nous permet de découvrir ce circuit d'Assen aux Pays-Bas avec des caméras qui sont un petit peu différentes de celles du Moto Grand Prix et du Superbike. Donc ça va pas être forcément évident. Parce que voilà, j'ai essayé de réviser. C'est pas, c'est pas forcément évident. Ok, donc là on est plutôt sur le deuxième secteur, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Euh, je vais vous remettre la grille de départ, puisque là, de toute façon, les voitures vont pas encore tout de suite partir. On n'a pas encore commencé le tour de formation. Vous voyez cette grille de départ. Mattia Colnaghi en tête devant son coéquipier Valerio Rinicella. Les Campos un petit peu en galère sur le circuit d'Assen. Pourquoi? Le circuit d'Assen est assez méconnu des équipes, des pilotes, tout simplement, parce que comme je vous l'ai dit, la dernière fois qu'on avait eu un championnat majeur de Formule de promotion, c'était en 2019 avec la W Series. Et avant ça, il faut remonter à des championnats voilà, à la F4 russe ou à la Formule Renault 2 litres d'Europe du Nord. Alors que là, il y a une Palo Motorsport qui, non, qui est au ralenti, mais qui se place tout simplement sur la grille de départ. Circuit froid, Campos en galère, ça peut encore être cette même théorie que je développe depuis pas mal d'années, mais au-delà de ça, je pense surtout que c'est un circuit où il n'y a pas eu beaucoup d'essais. Il y a juste eu quelques 2-3 heures d'essais hier vendredi, mais il n'y a pas eu de journée complète d'essais comme il peut y avoir sur certains meetings. Donc peu d'essais, et c'est un circuit voilà, où les équipes n'ont pas de data, donc il faut un petit peu démarrer de zéro. Ce qui n'est pas exactement le cas de MP Motorsport qui connaît un petit peu plus ce circuit pour y organiser parfois des circuits, des journées de tests privées. C'est ce qui explique partiellement pourquoi on a Mattia Colnaghi et Valerio Rinicella qui monopolisent la première ligne. Et en troisième position, on retrouve Michael Belov, le pilote russe sous licence kirghize, avec l'équipe privée suédoise Alley Racing, équipe privée suédoise des frères Hellberg, qui ont plus de 35 et 45 ans, qui sont dans les deux dernières positions, et qui, depuis quelques manches, emploient un troisième pilote, un pilote externe à la famille Hellberg, pour avoir un peu plus d'expérience. La dernière fois, c'était Owen Tongavlu qui s'est malheureusement blessé à la main à Monza, et ce week-end, c'est Michael Belov, qui est tout simplement l'un des seuls, voire même en fait tout simplement le seul pilote à avoir déjà roulé sur ce circuit en week-end de championnat, en championnat, et encore mieux, il y a gagné. C'était l'époque de la F4 russe en 2018, donc ça commence vraiment à dater, mais il n'empêche qu'il a quand même des repères. Voilà, on a justement Michael Belov à l'écran, avec cette voiture noire et un casque très coloré pour ce pilote pigiste aussi qui roule en Freca avec CL Motorsport. Voilà, qui roule généralement où il est plutôt. Normalement, les pilotes sont dans ce genre. Normalement, dans ce genre de cas, les pilotes sont payés, oui. Hop, je vais remettre un petit peu l'alerte de sun. Merci beaucoup à Anthony Chinel pour le follow. Je vais remercier aussi Soldiermat48, Luco51, Arx Premier qui ont follow depuis le dernier live. Merci beaucoup à vous tous. Belov, partout où il fait des piges, il a du PS de zinzin. Bah, il est en Formule régionale depuis 2020, depuis la Formule Renault Eurocup. C'était même avant la Freca. Il est un peu immortel. Bon, c'est un petit peu triste, c'est parce qu'il n'a pas le budget pour monter en F3, mais clairement, le talent, il l'a, l'expérience, il l'a. Il a tout pour lui, sauf le budget, mais du coup, ça fait le bonheur de tout plein de petites équipes. Voilà, CL Motorsport, Alley Racing, qui découvrent, qui ont besoin d'un pilote référence pour progresser dans la hiérarchie, et ça marche bien pour CL, pour Alley Racing. Maintenant on va voir, faire une performance, faire claquer un tour qualif c'est bien, maintenant il faut tenir sur 30 minutes plus un tour. Il a roulé face à Lundgaard, ouais ça date, ça commence à dater, hein, ça commence à dater. Salut à ceux qui rejoignent dans le chat. Normalement le départ officiel était à 11h43, mais comme vous le voyez j'ai l'impression que tout le monde n'est pas encore prêt, donc ça devrait plutôt partir vers 45-50. Est-ce qu'il y a un message de la direction de course sur le live timing? 3 minutes board, donc oui, ça ne devrait pas tarder. Ça devrait partir à 45 normalement. Le tour de formation partira à 45. J'ai jamais vu un départ à l'heure en Eurocup 3. Et surtout, moi, ce qui me fascine, c'est l'heure de leur départ. Genre, c'est 11h43. Sur le planning officiel, il y a écrit 11h43. Pour 43, pourquoi? Bref, voilà. Je sais pas, et d'ailleurs, ça sera un petit peu le même sketch demain où la course est, je crois, prévue à 11h10, mais la qualif est à 8h31. Attention, attention, 8h31, pas 8h30. Bref.
On rappelle, voilà, c'est un championnat qui est dans sa troisième année d'existence, c'est beaucoup plus jeune que la FRECA, la Formule Renault ou la GB3. C'est un championnat qui a été créé par les promoteurs espagnols, les promoteurs de la F4 espagnole notamment, pour créer une concurrence à la FRECA et à la GB3. C'est les mêmes voitures qui sont utilisées que sur le championnat de FRECA, c'est des Tatus T318 mais avec un kit aérodynamique mis à jour différent euh, qui, euh, qui autorise un peu plus les dépassements par rapport au FRECA. On rappelle qu'il y a aussi le push to pass comme en FRECA. Et qu'en 2026, comme aussi la FRECA, qui deviendra FREC en 2026, il va y avoir beaucoup de changements de voiture. On va passer à une Dallara, possiblement des coûts qui devraient un petit peu grimper à cause de ça. On redescend un petit peu cette grille de départ. Voilà, Colnaghi, Rinicella, Belov. Derrière, on a la mieux placée des Campos avec Kasper Stuka, l'ancien pilote F3, ancien pilote Red Bull aussi, ancien champion de F4 italienne. Stuka devant Cardenas, Egozzi, Carrasquedo. Tandanichkoul, le mieux placé des pilotes Red Bull au final. Devant Abkazava, Fittipaldi, le futur pilote F2, on en a parlé. Caranta et Rivera, les deux meilleurs espoirs, on va dire, de Red Bull dans ce championnat. Caranta et Rivera sur la sixième ligne, Morano, Macedo, Gareth Berry, ancien poursuiveur de la F4 France, Floucha, Gladish, seulement 17ème, qui a été pénalisé de 5 places sur la grille de départ. Alors normalement, visiblement, le stream a un petit peu de retard, car le live timing dit que le tour de formation a déjà commencé. Ok, on y est, on va se mettre en plein écran. Ouais, Luciano Morano, P13. Il fait une bonne saison, hein, plutôt, hein, quand même s'il est redoublant. Il se débrouille plutôt pas mal, quand même, Luciano Morano. Est-ce qu'on a déjà quelques rumeurs, infos sur les futures équipes de FREC? Alors, il y a des rumeurs, il n'y a pas forcément beaucoup d'infos. Normalement, évidemment, les équipes historiques de la FRECA devraient revenir. Mais voilà, on entend du Rodin, on entend du Mafia Racing, on entend, voilà, on entend pas mal de choses. D'après plusieurs pilotes, la FREC l'an prochain, ça va avoisiner le million pour un baquet, ce qui est déjà presque le cas. Mais en tout cas, l'Eurocup 3, en tout cas, l'avantage cette année, c'est que c'était moins cher, généralement, même si c'est dur de faire des généralités, mais l'Eurocup 3 était globalement moins cher que la FRECA, chose qui pourrait changer l'an prochain. Donc voilà, vous avez l'occasion de découvrir ce circuit d'Assen. Alors malheureusement, obligé de vous prévenir, les caméras en Eurocup 3, c'est pas forcément ça, la réalisation est pas toujours au top. Donc c'est pas forcément évident de s'y retrouver. Ils suivent pas toujours les pilotes au bon moment. Quand il y a des batailles en piste, ils sont un petit peu perdus. Voilà, on va voir un petit peu ce que la réalisation va nous donner ce week-end. Ça coûte combien le GB3? Malheureusement, c'était bien avant, mais cette année, ça a pas mal explosé avec la nouvelle voiture. En fait, quand il y a une nouvelle voiture, ça entraîne des augmentations de coûts, puisque forcément, bah, il y a des nouveaux châssis, il y a des nouveaux moteurs, il y a tout qui est nouveau, donc forcément, bah, ça fait un petit peu grimper les coûts, quoi. Pas sûr de l'idée d'avoir des baquets au prix plus cher que ceux de l'Afrique dans un championnat moins populaire. On verra, on verra. On verra ce que ça donne. L'Eurocup 3 qui recevra aussi qui devrait aussi, qui a annoncé en tout cas que Hightech rejoindrait le championnat. Donc c'est quand même une grosse annonce. Là en tout cas vous voyez les deux voitures orange, Colnaghi et Rinicella dans cet ordre-là. Les deux pilotes italiens, il y a une énorme génération italienne qui arrive hein, dans le sillage de Kimi Antonelli. Alors bien entendu on a Fornaroli et Mini qui sont plus âgés qu'Antonelli mais qui ont aussi un très très grand talent. Et voilà, on a Colnaghi, on a Rinicella, on a Olivieri aussi qui est en F4 italienne. Salut Percy, t'as des nouvelles de Stolz-Hermanis ou pas? Pas forcément. Pas forcément, non. J'ai pas de nouvelles. Je sais juste qu'il a arrêté à cause du budget, on va dire. Et que Prema lui faisait déjà une fleur en quelque sorte en lui donnant un baquet, en lui donnant un baquet quasi gratuitement. Donc je ne sais pas quel sera son futur. Intéressant, Mattia Colnaghi qui sera à l'extérieur, ça va être très intéressant ce premier virage, en tout cas ce premier enchaînement de virages, car en fait pour ceux qui ne connaissent pas le circuit d'Assen, ça va faire un quadruple double, un quadruple droite, pardon, un quadruple droite, donc ça va être, normalement ça devrait donner un avantage à Valerio Rinicella qui part de la deuxième position, peut-être aussi à Kasper Stuka en quatrième position. Alors évidemment, c'est la ligne la plus gommée à l'extérieur, c'est la ligne de course.
Mais en attendant, Rinicella pourrait avoir un bon avantage à l'intérieur. Suivez bien aussi à la 6ème ligne la Red Bull numéro 83 qui partira donc à l'extérieur avec le casque jaune, c'est Jules Caranta, notre français. Et évidemment, celui qui ne joue rien au championnat, c'est Michael Belov qui part 3ème et qui peut potentiellement décrocher les premiers points pour aller racing. Vous voyez ses coéquipiers qui sont sur les 2 dernières positions, les frères Hellberg. Voilà, toutes les voitures sont immobilisées, les feux rouges vont s'allumer. Et on va être parti pour 30 minutes, plus un tour. L'extinction des feux qui a été très rapide et ça a été compliqué pour Rinicella. Et Eric Colnaghi va être tout seul. Il va être tout seul alors que Belov essaye de défendre face à Cardenas. Michael Belov avec la voiture noire et jaune. Derrière pour Jules Caranta, il arrive à bien s'échapper quand même à l'extérieur. Il est devant Ernesto Rivera pour le moment. Ça vient de commencer à l'instant. On a Colnaghi toujours en tête devant Rinicella, Belov, Cardenas en 4ème devant une Palou Motorsport. C'est Egozi, Carrasquedo. Attention Carrasquedo. Je crois qu'il y a eu un contact avec Egozi. Egozi qui va devoir aller au large. Il y a aussi Kasper Stuka dans cette bataille. On aurait cru un jump start. Ah, ça sera peut-être à revoir. Puisque l'extinction des feux a été très très rapide. Et c'est vrai que la réaction de Colnaghi a été énorme. Ouais, peut-être que c'est Colnaghi qui a éteint les feux. C'est vrai que c'est... Bon, il faudra peut-être revoir ça. Jules Caranta qui a déjà gagné 2 positions. Ça a été plus compliqué pour le leader du championnat, Ernesto Rivera, qui en a perdu 2, qui est passé de la 12e à la 14e position. Et vous voyez les MP Motorsport qui s'échappent un petit peu. Alors on a Stuka en 5, Carrasquedo 6, Egozi 7, Abkazava et Jules Caranta, la première Red Bull. Il y a aussi Tarn Vanishkoul qui a perdu 4 positions. Bon, c'est Jules Caranta en tout cas qui a fait le meilleur départ des pilotes Red Bull. Et dans l'ensemble, c'est un départ compliqué pour les Campos. Avec vraiment un quatuor qui commence à s'échapper. Et Colnaghi, malgré un excellent départ, voit Rinicella revenir. Rinicella, il a plus d'expérience, il a déjà fait 1 année de Freca l'an passé. Alors que Colnaghi, lui, était en F4 espagnol, il avait brillamment gagné le titre. Et là, il va être sous grosse pression là, de son compatriote et coéquipier. Et Belov est très bien placé lui aussi. Il a déjà gagné sur ce circuit, on le rappelle. En F4 russe, Rinicella était le plus rapide en essai. Oui, maintenant, on va voir ce que ça va donner sur le rythme de course. Oh, et Belov qui essaye de trouver la faille sur Rinicella. À l'extérieur, sur ce quadruple droit, ça va pas passer. En tout cas, ça va donner un petit peu de répit à Mattia Colnaghi. Qui a fait un départ sensationnel. Qui a fait un départ sensationnel, à minima. Alors que derrière, Jules Caranta qui essaye de trouver la faille là sur Alexander Abkazava pour la 8ème position. A voir s'il peut être bien placé pour attaquer. Malheureusement, la réalisation s'attarde sur la tête de course. C'est assez légitime. Je crois qu'Abkazava est toujours devant. Ouais, on le voit dans le fond un petit peu derrière la voiture orange qui est en 8ème position. Jules Caranta avec sa livrée Red Bull. Alors que Rivera est passé 13ème. Ce circuit en Freca, je pense qu'il n'y a même pas un dépassement si le mec devant roule 1 seconde off the pace. C'est pas évident. En moto, autant les opportunités de dépassement, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est sûr qu'avec des monoplaces, ça va être moins évident. Surtout que, comme on l'a dit, ces châssis sont pas vraiment spécialement connus pour leur agilité. On va avoir 30 minutes plus un tour de caméra leader. J'espère pas. Alors en vrai, là, il y a une bataille pour au moins la 2ème place. Entre Rinicella et Belov. On va revoir le départ. Oui, bah, super. La caméra qui lance le replay du départ après les feux rouges, après l'extinction des feux rouges. Je tente de revoir un peu plus où on est Jules Caranta. Là, il fait un très bel extérieur à la Saint-Éloque devant lui. Et derrière, ouais, il y a James Egozi qui la perd un petit peu en se battant avec Kasper Stuka. Là, on revoit Egozi face à Carrasquedo. Non, bon, d'accord, le replay ne nous a pas été très... ouais, parfait le replay du départ. Ouais, bon, voilà, la réalisation toujours un petit peu dans les choux. Alors que là, on a une Campos au ralenti, c'est Francesco Macedo, le pilote portugais, qui va pouvoir repartir. Derrière, un petit peu tout le monde quand même. J'imagine qu'on va revoir ce qui... Non, on revoit ce qui s'est passé après. Encore une fois, la réalisation qui n'a pas vu le début de l'action. Je ne sais pas si ça a été provoqué par un autre pilote.
Macedo qui semble pas avoir spécialement de dégâts sur sa voiture. Egozi soit F3 soit Road to Indy pour moi. C'est vrai que pour le moment, alors que Jules Caranta est sous la... Attendez, non. Ouais, Jules Caranta est sous la menace là quand même d'Emo Fittipaldi. Il a un petit peu décroché face à Abkazava. J'ai pas vu s'il y avait une petite erreur de la part de Jules. Ouais, on n'a pas parlé d'Egozi mercredi, c'est vrai que je l'ai entendu dans aucune rumeur, sans que je sache vraiment pourquoi. Alors Fittipaldi, hein, malgré sa voiture blanche et bleue, c'est une histoire de sponsor, hein. Sinon ça... euh, comment dire, c'est pas une Saint-Éloque, c'est bien une MP. Et Fittipaldi est très très proche de Jules Caranta. Ouais, on n'a pas parlé d'Egozi, voilà, j'ai rien entendu là-dessus pour le moment. Caranta qui a pu reprendre un petit peu d'air sur le pilote brésilien. Pour le moment, c'est vrai qu'on risque d'avoir une petite procession quand même, hein. J'ai moins les rêves de l'Eurocup 3, généralement ça débouche sur Freka ou direct F3. Logiquement, c'est censé déboucher sur la F3. Et d'ailleurs, bah, l'an dernier, on a eu Christian Ho qui était champion, qui est passé chez Dams, Javier Sagrera qui est passé chez X Racing, avec peu de succès vu que ça a duré très peu de temps. Mais voilà, l'Eurocup 3 c'est censé être de même niveau en tout cas que la Freka, même si l'an dernier c'était d'un niveau très faible. C'est censé être de même niveau que la Freka, que la GB3. Donc ça fait partie de ces championnats européens, de ces championnats continentaux de formule régionale. Celui-là n'est pas certifié par la FIA, mais c'est censé déboucher sur la F3 pour les meilleurs. Donc voilà, Colnaghi qui est en tête du championnat, c'est un pilote qui devrait normalement, selon les rumeurs, rejoindre MP Motorsport en Formule 3, peut-être aux côtés a priori d'Alessandro Giusti, hein, comme on l'a évoqué lors du live précédent. Alessandro Giusti il aura fort à faire quand même, hein, face à Mattia Colnaghi, qui est le leader virtuel du championnat, hein, vu qu'on rappelle qu'il a que 2 points de retard sur Rivera, Rivera qui est 11ème, qui grimpe, hein, qui remonte un petit peu, hein, mais pour le moment c'est toujours hors des points, et qui n'avait que 2 points d'avance sur Colnaghi. Colnaghi qui pourrait faire le back-to-back F4 Espagne Eurocup 3. Cette année, le niveau en Eurocup 3 est vraiment bon. Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, chez MP, voilà, Colnaghi, Gladish, même si on le voit moins aujourd'hui. Chez Campos, bah, tous les pilotes Red Bull, voilà, Rivera, Caranta, et voilà, aussi pas mal de pilotes expérimentés. Alors que là, on voit un gros blocage de roue de Michael Beloff qui est à l'attaque, qui essaye de prendre le meilleur sur Rinicella. Mais voilà, on a Rinicella, on a Stuka, on a d'autres pilotes qui se défendent aussi plutôt bien, comme James Egozi, comme voilà, Enzo Tarnvanich-Cool. C'est moins relevé encore que la Freka, mais ça reste quand même un très très bon niveau. Je dirais qu'il y a plus de cracks en Eurocup 3 qu'en Freka, mais il y a plus de peintes qu'en Freka. C'est pas forcément évident. C'est pas forcément évident. Il y a des pilotes qui ont gagné plus de choses en F4 espagnol, mais voilà, c'est difficile de dire à quel point c'est moins, à quel point c'est plus ou c'est moins des cracks qu'en Freka. En Freka, on a quand même du lourd avec Slater, avec Gilter, avec Deligny, avec Clérod, De Palo, même Akshay Bora qui se défendent pas mal. On a quand même beaucoup, beaucoup de bons pilotes. Maintenant, de là à dire qui sont des cracks, etc., quelle est ta barrière exactement pour dire que tel pilote est un crack, voilà, ça reste très subjectif évidemment. Alors qu'on a une petite caméra là dans le box d'Alley Racing. Ça va, ils sont plutôt relax, hein, quand même, alors qu'ils jouent des premiers points et un premier podium avec Michael Beloff. Mais évidemment, hein, Michael Beloff était très convoité et Alley Racing a fait le maximum en tout cas pour recruter Michael Beloff pour cette manche, parce que voilà, c'est le seul pilote qui a déjà roulé ici. Et là par contre c'est les frères Elberg là. Alors je ne sais pas si c'est Linus ou Emile Elberg. Mais voilà, pour l'un des copropriétaires de cette équipe, ça c'est parti un petit peu au large. Rivera, il a oublié comment on roule en Eurocup 3 après tous les tests en F3. Alors c'est vrai que Ernesto Rivera est un pilote assez fortuné et qui peut se permettre quand même de faire pas mal de tests à côté. Et c'est vrai qu'il se prépare déjà à sa montée en Formule 3 qui devrait être également avec Campos Racing, comme à l'époque de l'Eurocup 3, enfin comme cette année en Eurocup 3, comme en F4 espagnol l'an passé. Colnaghi et Rivera, deux carrières qui se ressemblent beaucoup. Tous les deux les meilleurs pilotes de leur équipe
en F4 Espagne et actuellement aussi les meilleurs pilotes de leur équipe en Eurocup 3 et qui devraient encore rester avec cette même équipe-là en Formule 3. Deux pilotes à surveiller de très très près, j'en parlais évidemment sur Auto Hebdo. Deux pilotes qui se révèlent, qui confirment en fait au niveau international que oui, il va falloir compter sur eux pour le futur. Ces deux pilotes très jeunes aussi de 2008. Colnaghi, c'est un 2008 italo-argentin, donc sous licence italienne, qui a déjà 17 ans, alors que Rivera, il est né en décembre 2016. Même s'il a une course plus compliquée, c'est vrai. Il est quand même, ça fait partie de l'un des plus gros espoirs, et c'est clairement le plus gros espoir mexicain à l'heure actuelle. Et ça crée un petit peu d'espoir, puisque c'est vrai que les espoirs en F2, il y en a. Ou en F2, F3, ils existent. Rafael Villagomez, Santiago Ramos, Noël Léon, mais on va dire que aucun d'entre eux est proche de prétendre à la F1 un jour. Décembre 2008, je sais pas ce que j'ai. Ouais, non, décembre 2008, hein. Mais il a 16 ans. 16 ans, décembre 2008. Villagomez, espoir mexicain. Ah, il est en F2. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Colnaghi est argentin, il est italo-argentin. Mais oui, il a des origines argentines aussi. Merci beaucoup à Tobu L57 pour le follow. Il a un podium en F2, Villagomez. Hein. Et ancien de la F4 France aussi, on a tendance à l'oublier. C'était pas une année très prestigieuse, mais quand même. Alors qu'on voit là que Beloff commence à un petit peu marquer le pas, quand même, face au duo de MP Motorsport. Est-ce que ça commence à être... ça peut être un circuit qui peut être vraiment très demandeur sur les pneus. On a vraiment beaucoup de virages avec un appui très important. Alors, est-ce qu'il gère, ou est-ce que déjà c'est la dégradation pneumatique qui commence à arriver? Je ne sais pas. En tout cas, il a complètement lâché Andrés Cardenas, qui était dans le rythme au début. Beaucoup d'Argentins ont la nationalité italienne. Là, comme ça, en tout cas dans le sport auto, là, comme ça, j'ai pas trop d'exemples. D'ailleurs, on en profite pour souligner la belle perf là, de Sacha Fenestraz ce matin en qualification en Super Formula où il a signé le deuxième temps, pilote argentino-français, qui est maintenant sous licence argentine. Merci beaucoup Pierre pour ton 3e mois de Prime, merci beaucoup à toi, j'espère que tu vas bien. Tant mieux qu'il ait pris la nationalité italienne, je suis assez d'accord aussi, ça m'arrange, Pilote très sympathique au demeurant sur Discord, de Feeder Series notamment, il est assez actif et ça l'empêche pas de mener la course. Les talents qu'ils ont les Italiens, c'est trop, mais non, voilà, c'est ça, comme on l'a dit, hein, Antonelli, Mini, Fornaroli. Bon, en F3 c'est un petit peu plus compliqué, on pourrait dire Brando Badoer. Puis là, voilà, on a Colnaghi, on a Olivieri en F4. Il y en a d'autres qui poussent un petit peu en karting. Mais oui, voilà, Martinez, Salah par exemple. Mais bon, on va attendre de voir un petit peu comment ça se passe en F4. Alors que là, on revient sur la bataille pour la 9ème place. Jules Caranta, qui est toujours sous la pression d'Emo Fittipaldi. Et c'est Rivera qui est juste derrière, à l'image de la Red Bull numéro 24. Alors que là, c'est Fittipaldi qui a un petit peu allumé ses pneus. Mais on voit que pour Campos, là, globalement, c'est compliqué. Hein. Est-ce que Cadillac va créer son académie F1? Alors, je ne sais pas exactement. Je sais que, par exemple, je l'ai évoqué sur l'un de mes tweets, que l'un des pilotes qui est qualifié en quart de finale à Feed Racing, l'école de pilotage de Jacques Villeneuve et Patrick Lemarié, Alexander Vanchev, qui est un pilote américano-bulgare, il est surveillé par Andretti, et j'ai même entendu Cadillac. Je ne sais pas à quel point... Oh là, Rivera qui a encore fait une... Non, c'est un Vadichkool, pardon. C'est un Vadichkool qui était juste derrière Gladys. Les voitures de Gladys et Fittipaldi qui se ressemblent beaucoup. C'est un Vanichkool qui est 14e. Oui, voilà, Alexander Vanchev, il serait surveillé par Cadillac. Mais je ne sais pas si c'est juste un abus de langage pour dire Cadillac ou pour dire Andretti. Puisque surveillé par Andretti, ça c'est un fait. Par Cadillac, peut-être. Voilà. Et d'ailleurs, ils seront obligés d'être en F1 Academy aussi, Cadillac. Je n'y avais pas pensé, mais j'imagine, oui. J'imagine, alors que là, Fittipaldi est très bien placé sur Jules Caranta. Il va bien ressortir de cette chicane à la fin du tour. C'est potentiellement une bataille pour la 6ème place entre Egosi et Abkazava. On voit vraiment que les MP Motorsport sont plusieurs crans au-dessus de la concurrence. Alors, si on enlève Beloff, quand on voit la facilité qu'a Abkazava ou Cardenas, des pilotes
globalement assez moyens pour se battre avec Rivera, Caranta, des pilotes plus cotés, on va dire. C'est assez surprenant. Il y a trop de voitures blanches et bleues. Ouais, c'était peut-être Gareth Berry. Mais oui, il y a trop de voitures blanches et bleues. Il y a Fittipaldi, il y a Gladish, Berry. Alors que là, on a Abkazava qui va se montrer. Enfin, Abkazava qui va essayer de passer. Là, sur Egozi, les deux vont faire du hors-piste. Est-ce que Jules Caranta va pouvoir un petit peu en profiter? J'ai plus l'impression que les deux ont gagné un avantage qu'autre chose. C'était pas très propre ça comme bataille. Et ça leur permet de prendre quelques longueurs en plus sur Jules Caranta qui s'était rapproché. Ouais, on voit, ça commence à faire un petit train derrière James Egozi, le pilote Palou Motorsport. Oui, ça redessine le circuit, hein, ça redessine le circuit calmement. Le pilote américain Egozi, ancien du Red Bull Junior Team, qui a été viré, hein, tout simplement, après une saison de F4 espagnol en deçà des attentes, où il a été notamment battu par Ernesto Rivera, qui avait une année d'expérience en moins en F4 que lui. Ouais, Egozi, il est en galère, il reste encore une moitié de course quand même. On va revoir ce qui s'est passé. Abkazava qui s'est montré à l'intérieur. Alors je crois que Egozi a plus voulu éviter Abkazava qui allait couper le circuit et lui rentrer dedans qu'autre chose. Mais en attendant, le résultat est le même. Les deux ont coupé le circuit. Hein. Les deux ont carrément coupé le virage et j'ai pas l'impression qu'ils aient ralenti après coup pour éviter de gagner du temps. Je pense qu'ils sont bien contents d'avoir gagné du temps surtout. Ouais, on voit le museau de Jules Caranta là, qui est proche. Hein. Il est proche. Il faut qu'il essaye de profiter de cette bataille. Abkazava, le nouvel Hermantique. Est-ce que le fait de forcer les écuries d'avoir une présence en F1 Academy peut aussi faire reculer certaines féminines comme Veuve pour Ferrari qui ne devrait pas rouler en F4? C'est difficile à dire, on peut imaginer ça, peut-être. Mais c'est un peu bête, puisque voilà, maintenant le vivier féminin est tel que t'es pas obligé de rétrograder des pilotes. Maintenant, il y a beaucoup de pilotes en karting. Donc normalement, il n'y a pas besoin de faire rétrograder des pilotes plus expérimentés pour les mettre en F4. Ce qui a été le cas pour Mayaveug notamment. Au final, c'est bien rempli le circuit en monoplace. Hey, j'avais peur de ça, hein. J'avais peur de ça. Mais je voulais découvrir le circuit d'Assen avec vous, que je ne connais pas. J'ai dû voir la course de W Series à l'époque. Au final, le stream est devenu Just Chatty, c'est un peu ça. Non, en vrai, il y a une bataille pour la 7ème place quand même. À voir si, à voir comment ça va finir entre Egozi, Abkazava et puis voilà, Jules Caranta qui est juste derrière, qui a pris un petit peu d'air face à Fittipaldi, qui va peut-être aussi commencer à regarder en ses rétros parce qu'il arrivera derrière. Si je me trompe pas, Flusha vient d'avoir l'âge de passer en F4 aujourd'hui. Ouais, Luna Flusha, la petite sœur de Lorenzo Flusha et de Lucas Flusha qui est aussi engagé ce week-end là en Eurocup 3. On n'a pas parlé de lui et Lucas Flusha il est 18ème avec DriveX. Et donc c'est le petit frère de Lorenzo Flusha, ancien pilote Freca, actuel coéquipier de Théo Pourchère en European Le Mans Series, en LMP2 chez Algarve Pro Racing. Et donc du coup, voilà, grand frère de Luna Flusha, jeune pilote Mercedes, 15 ans, et qui a désormais l'âge de passer en Formule 4. Pilote né en août 2010, et donc qui a du coup 15 ans aujourd'hui. Bon anniversaire à Luna Flusha. Bataille incroyable pour la P7. Bah, peut-être un moment ça va se décanter, hein. Un moment peut-être que les pneus vont aussi se dégrader. On sait que ces pneus, notamment les pneus Hankook, qu'il peut y avoir certaines critiques dessus, certaines critiques assez légitimes quand on repense à la course de Jules Caranta à Monza. Par contre, pour la tête de la course, Colnaghi, il s'est complètement échappé. Vraiment, tout le monde est à 1 seconde et demie d'écart. Colnaghi, Rinicella, Beloff. Elle vaut quoi, Luna Flusha? J'ai très rapidement suivi. Elle a un bon potentiel par rapport au top pilote dans son championnat en kart. Elle a un bon potentiel. Elle se débrouille vraiment pas mal. Il y avait eu quoi d'ailleurs, Caranta à Monza? Il y avait eu des soucis de pneus. Je ne me rappelle plus exactement. Est-ce que c'était les pressions de pneus? Non, c'était pas les pressions de pneus justement. Mais il était censé avoir 4 pneus neufs. Et au final, visiblement, ils se sont dégradés beaucoup trop vite. Voilà, c'était un souci pneumatique et c'est pas la première fois qu'on voit ça dans ce championnat. Je pense notamment aux critiques de Nick Gilks, ancien pilote d'Eurocup 3 qui est très loquace sur le sujet sur Discord. Mais voilà, le train de pneus était très mauvais. Oh, attention, le gros blocage de roue là d'Emerson Fittipaldi Junior qui essaye de défendre face à Rivera.
Alors c'est pas fou, genre ça joue pas les toutes premières positions, certes, pour Luna Floucha en karting, mais quand même, elle est souvent là, elle est souvent bien placée. En Oka N, qui est un peu la catégorie low cost de l'Oka, elle fait des victoires. Évidemment, c'est pas la crème du karting mondial. Et en Oka, je crois que ça marque des points, ça, voilà, ça, c'est souvent en finale. Voilà, on a une bonne petite génération quand même qui arrive avec Luna Floucha, Chiara Bettig, aussi la pilote suissesse. Comment ça, il reste encore 10 minutes? Eh ouais, c'est long, hein. Heureusement que la prochaine manche, c'est à Spa-Francorchamps. Et normalement, à Spa-Francorchamps, il y a beaucoup plus de, euh, il y a beaucoup plus de dépassements, beaucoup plus d'action, même si ça peut aller dans certains extrêmes comme la F4 France. Un peu plus tôt, on avait eu un crash assez spectaculaire. Je crois que c'était la dernière course qu'on avait faite en live. Et on avait coupé le live en se disant, bon, bah, on sait pas comment vont les pilotes. Aïe aïe aïe, Colnaghi sera enquêté après la course pour Jumpstart. Pourquoi après la course? C'est trop bête. Ah, c'est trop bête. Bon, pourquoi le stream plantouille un petit peu? Hop, je vais mettre le live timing de mon côté. Ensuite, toujours cette bataille pour la 7ème place. Eh frère, c'est bon le stream là? Alors, starting procedure, car 71 will be investigated after the session, jumpstart and grid marks. Ouais, Colnaghi qui est bien sous enquête, et c'est bien dommage d'avoir la pénalité qu'il peut avoir, mais ça serait vraiment dommage, car là, voilà, là, il serait leader virtuel du championnat, et il mettrait 23 points d'avance, voire même 24 avec le meilleur tour en course, sur Rivera qui pour l'instant est toujours en dehors du top 10. Vraiment, une fois que tu commences à regarder la F3, le reste est plus fade. La F3, c'est quand même quelque chose, hein. L'Eurocup 3 a un gros potentiel, mais tout ce qui est communication, réalisation, direction de course, c'est cataclysmique. Et encore là, honnêtement, ça, sur ce circuit, enfin c'est pire que sur d'autres week-ends, hein, puisque d'habitude, il y a les caméras qui sont complètement paumées, hein. C'est encore pire la F4 espagnole, mais enfin c'est encore pire. Non, enfin, c'est le même niveau, mais c'est vraiment dommage. La F4 espagnole est probablement le championnat de F4 le plus relevé à l'heure actuelle, mais c'est compliqué, hein, de suivre, de tout suivre, hein. C'est laborieux. Alors je crois que Konagi a l'air d'avoir fait une petite erreur là dans le premier secteur. Rinicella a un petit peu recollé, il y a une seconde 2. Sinon, rien à voir, tu as vu le gros crash de Timothy Carell cette nuit? Alors non, pas du tout. J'en ai pas du tout entendu parler. J'espère qu'il va bien en tout cas. Pilote français engagé en USF Pro 2000 ou USF 2000, je ne me rappelle plus exactement, mais en tout cas engagé aux États-Unis. Ouais, ça va les caméras. Alors c'est peut-être parce qu'on connaît aussi un peu moins le circuit que du coup on est un petit peu moins exigeant. En tout cas, pour information, parce que pour information, le record de la piste est tombé très largement. Alors, le record de la piste en Formule régionale, il était en 1,35, signé par Emma Kimiläinen en 2019, en W Series. Donc là, évidemment, on est en 1,31,7, on est beaucoup plus rapide. Alors, c'est pas exactement les mêmes voitures non plus, hein, c'est un kit aéro qui est différent, qui est censé être meilleur. Euh... Ah oui, Rinicella vient de reprendre le meilleur tour pour 1 millième en 1,31,773, bien vu. Cette année, j'ai pas suivi la F4 internationale, juste l'Italie, les résultats, mais quand tu t'y intéresses vraiment, il y a tellement de championnats. En vrai, il y a surtout 4 championnats à suivre, j'en suis 3. Italie, Espagne, France et Grande-Bretagne, que je regarde pas trop, mais je regarde les résultats. Mais c'est surtout Italie, Espagne, France. Après, pour vraiment comprendre complètement les résultats, comprendre quels sont les meilleurs pilotes, voilà, les résultats bruts ne sont pas toujours la meilleure option, ils ne reflètent pas exactement tout, mais voilà, mais c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait des articles sur Feeder Series, enfin sur des médias spécialisés pour un petit peu plus comprendre comment ça se passe, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tel pilote a eu de la malchance, tel pilote qui a eu tel souci mécanique, etc. Voilà, ça ne dit pas tout.
Arzox qui nous dit j'arrive plus à regarder les monoplaces européennes globalement, les batailles sont tellement sales dans la plupart des cas, je regardais presque toutes F4, FR, F3, F2, F1 il y a 2-3 ans mais là j'arrive plus. Je regarde juste l'Eurocup 3 parce que j'ai deux potes qui roulent. Alors, je pense que l'Eurocup 3 en plus c'est plus sale que la Freca ou la GB3, hein, très honnêtement, je pense. Mais après, oui, ça reste des jeunes pilotes, ça reste des jeunes pilotes, voilà. Surtout en F4 Italie avec Prima, les résultats dépendent beaucoup de l'équipe. Oui, 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 mais pas que. Euh, En F4 italienne, il y a beaucoup de petites équipes avec de très bons pilotes qui peuvent se révéler, hein, parfois. Enfin, genre, qui peuvent parfois se révéler, mais parfois cette révélation est sans suite. Genre, par exemple, Emanuele Olivieri, qui s'est révélé l'an dernier chez AKM, il a été repéré par R-Ace. Gabriel Gomez, il s'est révélé chez TC Racing en F4 espagnol, l'équipe de Thibaut Courtois, le gardien de but, et il a réussi à aller chez US Racing. Mais en vrai, tu peux arriver à te révéler avec une petite équipe, mais c'est pas forcément évident. F4 britannique ou GB4, c'est pas la même chose, non. Alors F4 britannique, c'est la F4 officiellement certifiée FIA, alors que la GB4, c'est plus low cost, on va dire. Et c'est des anciennes voitures qui ont été un petit peu remises à jour. Pourquoi Léo Robinson n'était pas présent sur le dernier meeting de la F4 britannique? Bah, tout simplement, il a arrêté son programme avec Hightech en F4 britannique, parce que enfin, ça c'est moi qui suppose, mais voilà, les résultats n'étaient pas forcément au rendez-vous. Est-ce qu'il était dans les bonnes conditions avec les équipes, etc. Enfin, avec l'équipe, avec l'environnement, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais il a arrêté depuis 2-3 week-ends même, je crois. Et son but maintenant, ça serait de passer en GB3, de ce que j'ai compris, pour Léo Robinson, le pilote algérien. Salut à ceux qui rejoignent dans le chat. Bon, on a un petit peu déconnecté de la course parce que c'est vrai qu'il se passe pas forcément grand chose. Donc en tout cas, n'hésitez pas, hein, ça peut partir en FAQ. Hein. Ça peut partir en FAQ. C'est vrai qu'on est plus en just chatting qu'autre chose, alors que là, on voit une bonne petite glissade de Valerio Rinicella qui attaque, pour essayer de rattraper Colnaghi, sous enquête pour potentiellement un faux départ. Ouais, alors je comprends pas trop. Oui, enfin GB4 c'est un championnat. Enfin c'est comme c'est fait par les mêmes promoteurs que la GB3, c'est-à-dire MSV. Donc c'est pas la FIA, c'est pas voilà, c'est pas voilà. Ce qui arrive, ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien raté. Il y a eu un tête à queue de Francesco Macedo sur les 2-3 premiers tours. Des petits noms de bons pilotes de kart qu'on pourrait voir en F4 italienne l'année pro. Je pense qu'on en saura un petit peu plus après les mondiaux de cartes. On me dit dans l'oreillette que Jules m'envoie des TikTok depuis la voiture tellement il n'y a rien à faire en piste. Je sais pas, pourtant il pourrait, enfin vraiment sur un autre circuit, il pourrait y avoir une super bataille entre voilà Egosi, enfin il y a vraiment un bouchon phénoménal derrière Egosi. Mais voilà, parmi les bons pilotes, bah voilà, Costoia, Nagnostiadis, forcément qui ont fait P1, P2 au championnat d'Europe. Ça donne quoi la nouvelle recrue de Ferrari? Je me rappelle même plus vraiment de son nom, Nicolo Macangeli ou quelque chose comme ça. Bah je sais pas, parce qu'il n'y a aucune grosse référence en karting. C'est un pilote qui a fait beaucoup de tests en monoplace, en F4, en Euroformula. Donc en karting, bah Nicolo Macagani. J'étais pas si loin. Mais voilà, c'est un pilote dont je ne connaissais pas le nom, puisque voilà, il fait pas vraiment. Oui, il teste depuis 2022. Voilà, je n'ai pas plus d'informations, puisqu'en karting, bah, il n'y a pas de résultat, et qui fait des tests en monoplace. Euh, Finalement, Jules, meilleur Red Bull. Bah, sur cette course, oui. Sur cette course, oui. En plus, et vraiment, faut souligner son bon départ. Faut souligner son bon départ qui reste globalement son point faible. Alors que là, d'ailleurs, on voit que sur le live, sur la colonne de résultats à gauche, Jules est revenu à 2 dixièmes d'Abkazava. Je sais pas si ça peut vouloir dire qu'il peut être dans un endroit pour dépasser. Alors qu'on a Andy qui a rejoint le chat. On a notre jeune pilote Mercedes qui a rejoint le chat. Si tu veux un résumé de la course, Andy, bah écoute, voilà, il s'est pas passé grand chose. Mais voilà, Colnaghi il est en tête et il est sous enquête pour un faux départ, ça sera enquêté après la course. Jules Caranta a fait un très bon départ.
et il est le meilleur pilote Red Bull, mais P9 il peut pas doubler parce que c'est complètement bouché et le circuit d'Assen c'est très bien en moto, en monoplace un petit peu moins. Euh, En monoplace même beaucoup moins, voilà. FAQ, sur quel circuit tu comptes aller cette année ou l'année prochaine? Alors cette année je compte aller au Mans, fin septembre pour la finale de F4 France, et très probablement après, je ne sais pas comment ça va se passer pour 2026. Je ne sais pas comment ça va se passer pour 2026, il y a beaucoup de choses qui vont changer, donc faut voir aussi les calendriers, ce que ça donne, mais je pense de toute façon ça sera sur des circuits proches de chez moi, à tout casser, voilà, Spa-Francorchamps, j'imagine, peut-être la Freca, peut-être, enfin la Frec, pardon. Puis voilà, de la F4 France quand ça sera dans le nord de la France, mais voilà, il y a des choses qui vont changer pour moi l'an prochain, donc je ne sais pas exactement comment tout va s'organiser. Mais voilà, toujours impliqué Feeder Series en 2026. Bon écoute, oui, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Euh, Même si on va essayer de travailler de plus en plus avec Auto Hebdo, je suis toujours dans le train Feeder Series depuis 4 ans, donc ne vous en faites pas, je reste bien là. Les caméras montrées derrière, on s'en fout de devant, il n'y a rien à voir, je sais pas ce qu'ils font. Hein. Oh non, non, Jules, qu'est-ce qui se passe? Il est descendu dans le classement. Bah il a perdu 11 secondes. Il a perdu 11 secondes dans le premier secteur, il est désormais 18ème. Bon, on va aller se tirer une balle. Hein. La seule chose qui était potentiellement positive de cette course, et j'adore la réalisation qu'on n'a rien à faire. En vrai, ma théorie, il était très proche d'Abkazava. Est-ce il y a pu avoir quelque chose à ce niveau-là? Eh, fallait pas envoyer des TikTok en voiture. Hein. Euh, Pas le droit au bonheur, ouais. Et encore, ça aurait été un bonheur assez limité, mais quand même de savoir qu'il était devant Rivera, devant Van Cool. Non mais attendez, Caranta il est rentré au stand. Non, il y a un dégât, là il a perdu 20 secondes sur le deuxième secteur. Je pense qu'il va rentrer au stand, donc ça va être fini. Hein. Désolé, hein, désolé, mais voilà, bon, c'était pas forcément la course escomptée. On est dans le dernier tour pour l'anecdote. Bah, je pense Caranta, de toute façon, il est dernier. La réalisation sans contre-fiche, alors que c'est un pilote qui était dans les points. J'avoue que c'est à partir de quand Andy est arrivé dans le chat, j'avoue que c'est là où il y a eu des soucis. Hein. Ouais, Jules qui est rentré au stand. Super, super, super. À tout moment, le moteur a explosé, peut-être. Enfin, il était au ralenti sur les 3 secteurs, mais il a réussi quand même à la ramener dans les stands. C'est fatigant, hein. Vraiment la poisse qu'il a. Enfin, maintenant, on sait même pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est un ennui mécanique? Est-ce que c'est Abkazava qui l'a foutu dans le mur? D'ailleurs, d'ailleurs, il y a Fittipaldi qui a gagné 2 places. Pour moi, il y a dû avoir une bataille Abkazava-Caranta, et je pense que ça a du mal finir, puisque Fittipaldi en a profité et est passé devant ce petit monde. Alors que voilà, Mattia Kolnagi remporte la course, mais il est sous enquête. Rinicella deuxième avec le meilleur tour, et Michael Belov, le pilote russe sous licence kirghize, qui prend le podium. Premier point et premier podium pour son équipe privée suédoise Alley Racing. On a ensuite Cardenas, Stuka, Carrasquedo. Et bien après, on va avoir James Egozi qui va arriver. Et on les montre même pas. C'est trop, hein, c'est trop. Hein. Egozi, Fittipaldi, Abkazava et Rivera qui va aller. Et Rivera qui finit hors des points. Et c'est un Vanish Cool. Alors ça, je l'avais pas vu venir. C'est un Vanish Cool. Qu'est-ce qui s'est passé dans le dernier secteur? Eh ben, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ouais, les noms illisibles sur le graphique. Bah, en fait, quand c'est un nom en tout petit, ça veut dire qu'il y a beaucoup de caractères. Ça veut dire que c'est un Varnish Cool dans ce championnat. Mais oui. Donc Rivera qui finit hors des points. Et là, il se prend une sacrée claque au championnat. Hein. Contact Rivera Abkazava. Bon, a priori, il y aura des enquêtes. Il y aura des enquêtes après course. Incident entre 12 et 88. Donc entre Abkazava et 88. 88.
88, t'es sûr de toi? Que c'est 83, 40 hein. Non, mais je pense que ça doit être ça, hein. Incident entre Apkazava et 40A. Bon, et bah écoutez, c'était pas vraiment ce qui était prévu. Oui, 83, ouais. Bon, bah écoutez, Apkazava a dû assassiner Jules 40A. Toujours un plaisir, hein. Toujours un plaisir de suivre l'Eurocup 3 cette année. Euh... Et faut voir le côté positif, on a découvert un nouveau circuit aujourd'hui, et voilà. C'est un petit peu le seul positif qui a attiré de cette course. Et bah heureusement qu'on paye pas pour voir ce championnat. Oui, bah manquerait plus que ça, non? Ouh, la Vettel Spin, ça fait peur. Tu fais peur là. Bon, écoutez, il a assassiné Rivera aussi, dernier virage. Bah ouais, je comprends pas trop ce qui s'est passé là, sur le dernier tour pour Rivera qui est sorti des points. Euh, c'est bien en tout cas, dès que tu te dis que ça va mieux, bah ça va pas mieux, il se fait assassiner. Ouais, c'est malheureusement un bon résumé de la saison de Jules. Euh, J'hésitais entre faire la sieste et vous venir sur le live, finalement j'ai fait les deux. Et, en tout cas, c'était un plaisir d'avoir fait cette petite matinée avec vous. Allez, on va quand même voir les célébrations de Colnaghi. À quel point ça va être des célébrations un petit peu réservées ou pas, puisque il est sous enquête pour ce départ sensationnel. Super live FAQ, c'était cool. Et vraiment, la rediff YouTube, elle va se. Je sais pas comment je vais l'appeler, mais ça va être en mode. Pourtant, il n'y a pas eu de safety car, il n'y a pas eu de choses comme ça, mais ouais, bah, on a fait un petit peu dodo quand même. J'espère que j'ai bien réussi à meubler quand même. Et merci à vous aussi de poser les questions. Kolnaghi qui se pose devant le numéro 1. Mais oui, voilà, quelle pénalité il pourrait avoir. Euh, Super ce warm-up, elle commence à quelle heure la course de Cup 3, si seulement. Et dites-vous que, ouais, voilà, pour la pause estivale, on va pas avoir grand-chose, hein. On a la F4 britannique le week-end prochain et c'est tout, hein. C'est tout, c'est tout. Ça va être long la reprise, hein, jusqu'à la reprise. Ouais, Kolnaghi, il a une célébration mesurée quand même, hein. Ouais, ouais, je le trouve pas très très expressif quand même. Je le trouve pas très expressif. Ça pue peut-être un petit peu, hein. Peut-être que lui, il sait que le départ c'est foutu, hein. Bon, en tout cas, ça voudrait dire une victoire potentiellement pour son coéquipier, compatriote Valerio Rinicella. Super heureux que on passe à la F3. Il y a la F4 indienne. Il y a la F4 indienne ASMR Eurocup 3 à Seine. Euh, il y a la F4 indienne, en plus sur un pilote français engagé que je ne connais pas trop, ancien demi-finaliste de FID Racing, Sachel Rocher. Ouais, franchement, si on en est à streamer de la F4 indienne, avec tout le respect que j'ai pour la F4 indienne, voilà. Je pense, voilà. Par contre, n'hésitez pas à rester bien connecté. Ouais, Kolnaghi, il est dépressif. Mais Kolnaghi, il sait qu'il est pénalisé, c'est quoi ça? Il y croit pas une seconde. Il y croit pas une seconde, il sait qu'il sera pénalisé, il y a zéro célébration. Bon, Romuald Bocquet, ça en est où? Oh, je sais pas. Je sais même pas si ça a peut-être marqué un ou deux points en F4 check, mais je sais pas. Stream la F4 check, la réelle est excellente. Oh, vous me faites peur. Oh, vous me faites peur, non? Euh... Il a un point. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, ouais. Franchement, j'aime bien cette F4 indienne, plein de petits pilotes qui sortent de nulle part avec des nationalités exotiques, c'est sympa, oui, mais du coup, ça me fait dire aussi que le niveau va être très 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 faible hein, quand même. Euh, Bon, écoutez, je pense qu'on va arrêter le massacre ici, on va arrêter la sieste ici, on va se réveiller pour aller manger un petit peu. Petite annonce, mercredi prochain, je crois, en tout cas mercredi 18h30, on va faire un live avec un invité, si tout se passe bien, s'il n'y a pas d'annulation, voilà. On va faire un live avec un invité, donc je vous conseille de bien suivre la chaîne Twitch, avec évidemment la chaîne YouTube, parce que la rediffusion arrivera plus tard. Voilà, ça devrait être mercredi 18h30 avec un invité de... Globalement, objectivement, je dirais l'invité le plus prestigieux, en tout cas voilà, avec le plus gros... oui, voilà, enfin l'invité le plus prestigieux qu'on ait eu sur la chaîne. Voilà. Et voilà, l'invité le plus prestigieux que j'ai eu sur ma chaîne.
Oui, waouh, ça clash là. Euh, Prédiction de la grille F1 2030 avec Théo Pourchère, comme ça on voit quand il essaie de se placer, ça serait drôle. Ouais, non, mais pour l'instant d'ailleurs. Non, mais Beloff, attends, Beloff, fais un effort, t'as ta combinaison trident. T'as- hein, il a sa combinaison trident de l'an passé ou même d'il y a 2 ans. Il a même pas une combinaison de CL Motorsport alors qu'il fait la saison avec eux. Bon, d'accord, faut pas chercher à comprendre. Ayrton Senna. Eh. Bon, écoutez, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux pour ce live. C'était pas la course du siècle, on va pas s'en souvenir, mais on a découvert un nouveau circuit. Euh, Force à Jules. Non, vraiment, c'est. Enfin, il a pas une seconde de répit. Il a pas une course de répit, c'est exceptionnel. Donc voilà, j'espère qu'il y aura du mieux pour lui demain. Souvent, quand même, sur les week-ends d'Eurocup 3, il est bien mieux le dimanche que le samedi. En vrai, Gilter, sa pige en friquet, il avait la combi de F4 en 2023. Oui, mais là, Beloff, c'est sa combi de l'an dernier, quoi. Il est chez CL Motorsport maintenant. J'espère quand même qu'il a une combinaison en Freca. Et voilà. On a découvert un mec qui gagne et qui célèbre pas. Ouais, la célébration la plus underwhelming. Podium pour Aller Racing, on a vécu un moment historique, n'empêche. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, écoutez, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux sur ce live. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, sur Insta, sur Filaire Series, Auto Hebdo, YouTube, TikTok, Blue Sky. La rediffusion arrivera très bientôt et on se dit à mercredi, normalement, mercredi soir. Et je ne serai pas tout seul. J'ai très hâte. Passez à tous une très bonne journée. Bye bye.